Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est reparti pour un nouveau tour. La grève à la SNCF se poursuit. Les cheminots vont la reconduction pour demain. Menaces sérieuses, par exemple, sur le chapiteau du livre à Saint-Cyr-sur-Loire ou encore le bac dont les épreuves débutent lundi. Le bac, justement, les succès des bacs pro, plus 12% d'inscrits par rapport à 2013. Portrait dans ce journal d'un actif qui passe un bac pro en guise de reconversion. Et puis les internationaux de tennis de Blois se tiennent jusqu'à dimanche. Nous étions sur place aujourd'hui pour les quarts de finale. Les cheminots donc voté aujourd'hui la reconduction de leur mouvement de grève. Elle se poursuit donc au moins demain. Pour le moment, pas de prévision de trafic. Elles seront connues au cours de soirée. Reportez-vous donc sur les numéros de téléphone de la SNCF ou encore sur les sites internet infoligne.com et ter-sncf.com. La grève à la SNCF qui tombe mal ce week-end pour un événement en Touraine. Le chapiteau du livre à Saint-Cyr-sur-Loire avec cette interrogation sur la venue des écrivains. Une soixantaine sont concernés, les plus people, les plus parisiens. Depuis 24 heures, toutes les demi-heures, la situation change. On n'est pas la locomotive, on voudrait bien l'être, parce que ça nous permettrait de tirer l'ensemble du train. Mais on va essayer de faire le maximum et de s'adapter. Vous voyez, aujourd'hui, on a pu réaliser toutes les activités pour les enfants. Les auteurs qui étaient présents aujourd'hui ont fait de gros efforts pour venir soit en voiture, soit modifier les horaires, soit s'adapter au train qui était disponible. Donc écoutez, aujourd'hui c'est vendredi 13. Normalement c'est un jour de chance. Et l'organisation a pensé à un plan B. Ce plan B, eh bien, c'est affréter un car exceptionnellement pour l'occasion. Un car partira donc de Paris s'il n'y a pas de train. Cette grève à la SNCF, c'est dorénavant une sérieuse menace sur les épreuves du bac. Elle commence lundi. Les candidats qui prennent le train pourront-ils se rendre dans leur centre d'examen? Oui, répond la SNCF qui se mobilise. Un plan d'action a été établi avec l'Éducation nationale. Aurélie Renaud. C'est main dans la main que l'Éducation nationale et la SNCF ont pris les devants pour que les lycéens puissent se rendre à temps aux épreuves du bac. À Tours, Orléans, Blois, Bourges, Vierzon, Chartres et Châteauroux, un dispositif est mis en place afin que les trains circulant lundi avant 8 h soient à l'heure. Ils bénéficieront d'une priorité en matière de régulation de manière à nous assurer qu'ils arriveront à l'heure. S'il se passe quelque chose dans les principales gares de la région, nous aurons des agents qui auront été spécialement positionnés avec des moyens d'assurer un transport d'urgence vers les centres d'examen. Un plan d'urgence qui prévoit de déployer une centaine d'agents SNCF dans les plus grandes gares. Un dispositif encore plus important que les jours dits de grand départ. Mais la grève, elle, n'a pas attendu ces mesures pour toucher les étudiants. Ouais, j'ai dû quitter les cours pour ça d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus le train que je devais prendre. Je suis apprenti et du coup, si on doit louper des heures, on doit les rattraper après. Si on la rattrape pas, ça fait du négatif sur notre salaire. Là, c'est vrai que ça tombe mal, mais il y aurait toujours des bonnes raisons pour repousser un mouvement, quoi. Car les conséquences de la grève sur les épreuves du bac se sont bien sûr invitées aux assemblées générales, comme ici à la CGT Cheminot, mais pour eux, pas question de plier. Certains ont de leurs enfants qui vont passer le bac. On souhaite leur dire que il y a plusieurs mois qu'on a alerté la direction de l'entreprise et le gouvernement sur les questions qu'aujourd'hui qui font qu'on soit en grève. Donc ça n'a pas été pris en compte. Nous, l'objectif, c'était pas le bac, c'est le débat parlementaire qui débute le 17. Donc s'il y a des soucis vis-à-vis des enfants, qu'ils aillent voir les vrais responsables, la direction de la SNCF et le gouvernement à travers leurs élus locaux. Pour éviter des retards, certains lycées réouvriront leur internat dès dimanche soir pour accueillir les élèves. À noter que les lycéens qui arriveraient avec 1 heure de retard lundi pourraient plancher sur leur examen de philosophie durant 4 heures, comme les autres. Et la SNCF prévient cependant, faites attention, pendant tout le week-end, des changements d'horaire pourraient avoir lieu. Il va falloir donc regarder tout ça de près. Lundi, ce sont 6 000 candidats au bac qui sont attendus en Indre-et-Loire, plus de 23 000 dans l'académie Tours. Orléans, et parmi les épreuves, celle du bac pro, un bac qui séduit de plus en plus, 12% de candidats en plus par rapport à 2013. Et vous allez le voir, il n'y a pas que les jeunes, certains n'hésitent pas à changer de voie professionnelle en repassant un bac pro. Portrait signé Audrey Champigny. À J-3, l'heure est aux révisions et l'ambiance plutôt studieuse pour Bruno. À 53 ans, il s'apprête à passer le bac.
CAP d'électromécanique en poche, il commence par travailler dans le bâtiment, puis l'agroalimentaire et enfin la métallurgie. Mais en juillet 2013, il est licencié. Optimiste, il saisit alors cette drôle d'opportunité pour suivre une formation et passer un bac professionnel en électrotechnique. Passer la cinquantaine, faut se reconvertir, il faut se remettre à un niveau, quoi, simplement. Même si on a fait toute sa vie de la maintenance, il y a un moment qui tout évolue, donc il faut essayer de se mettre un petit peu à la page. Mais parfois, se remettre dans le bain des études, des années après, n'est pas chose facile. C'est extrêmement dur. Les premiers mois, je peux garantir, c'est très dur. Qu'est-ce qui est le plus dur? Les maths, les mathématiques, les formules à se remettre en mémoire, la langue vivante à revenir. Ça, pour moi, c'était les choses les plus dures, on va dire. Puis, passer 6 mois, moitié de l'année, ça va beaucoup mieux. Mais le début, laborieux, très. 8 à 10 heures de révision par week-end, cela implique quelques sacrifices pour ce père de 4 enfants. Habitant à Montoire, dans le Loir-et-Cher, il n'hésite pas à faire 50 km pour venir suivre des cours ici, au Greta à Tours. On prend du temps sur soi, tout simplement. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut arriver à un résultat, il faut travailler. Donc il faut sacrifier des choses, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de miracle. Il reste donc 2 jours à Brno pour peaufiner ses révisions. Lundi, pas de philo au programme, mais du français et de l'histoire-géographie. Au pied du mur, thème de la soirée hier pour les adhérents du MEDEF Touraine qui organisait son assemblée générale annuelle avec la présence du journaliste et essayiste François de Closet. Il était question hier soir de sortie de crise avec ce message: il faut absolument en sortir maintenant avant que la situation soit réellement catastrophique. Pour François de Closet, le problème de la France, eh bien, ce sont les politiques. Écoutez-le au micro de Sabrina Melout. Ce qu'il faut, c'est que la classe politique se réunisse et donne mission et accorde sa confiance à une équipe qui ne sera pas une équipe politique. Ne veut dire qu'il n'y aura pas d'homme politique dedans, mais que ce soit un gouvernement qui ne représente pas la droite, qui ne représente pas la gauche, qui ne représente pas la droite et la gauche, non, un gouvernement citoyen à qui on donne mission de 3 ans de gouverner. Et lors de cet AG du MEDEF, le président départemental d'Indre-et-Loire, Claude Paris, a lancé un défi aux 16 chefs d'entreprise présents qu'ils invitent dans leur société les députés de l'Indre-et-Loire pour qu'ils viennent constater la réalité du monde économique. L'invitation est donc lancée. L'innovation maintenant avec le CHU de Tours. Le site Trousseau accueille en prêt un instrument ultramoderne au service de transplantation hépatique. Il est le 2e établissement de France à en être équipé. Cet instrument, eh bien, c'est un débitmètre. Il mesure le débit sanguin pendant une opération. Anaïs Michaud. À Trousseau, au service de transplantation hépatique, le professeur Salamé et son équipe utilisent depuis 6 mois un appareil innovant, le débitmètre. Un débitmètre permet la mesure du débit sanguin à l'intérieur d'un vaisseau sanguin qui sert à nourrir un organe donné. Il a déjà servi lors d'une 15aine d'opérations et a radicalement changé la pratique de l'équipe médicale. Alors sans ce débitmètre, on n'avait que des approches totalement subjectives qui étaient peu séduisantes, et l'arrivée sur le marché et cet apport technique que nous a donné, que pourrait nous donner ce débitmètre, nous fait avancer, nous donne une avancée majeure, ce qui va enrichir et faciliter bien évidemment nos décisions en péropératoire pour un malade donné. Oui, mais voilà. Il est pour l'heure prêté au CHRU. Pour l'acquérir, la Fondation Rabelais a lancé une souscription auprès du grand public. Un matériel de pointe qui a bien sûr un coût, 60 000 €. Mais sans lui, les transplantations sont bien plus hasardeuses. Le risque, c'est qu'il y ait une insuffisance du débit, et en particulier pour les organes qui sont transplantés. Et dans ce cas-là, cela se traduit par un dysfonctionnement post-opératoire immédiat. Et de ce fait, une prolongation de la durée de séjour en réanimation. Parfois même, on est amené à regreffer ces malades, donc à reconsommer un autre greffon à la collectivité et parfois même de perdre certains malades, hélas. La Fondation Rabelais espère réunir la somme pour le dernier trimestre 2014. L'hôpital Trousseau deviendrait ainsi le 2e établissement de France équipé d'un débitmètre.
On vous en parlait en début de journal, le chapiteau du livre à Saint-Cyr-sur-Loire qui pourrait être perturbé par la grève de la SNCF. Parlons maintenant des festivités. Elles ont débuté aujourd'hui avec une journée spéciale jeunesse. C'est la première fois qu'une journée junior est organisée. Et pour cette première, la comédienne Adeline Blondieu a fait le déplacement pour échanger sur sa BD. Sur place, Audrey Champigny. Des dragons et des monstres de toutes les couleurs, l'édition 2014 du chapiteau du livre a commencé cette année avec une journée réservée aux plus jeunes. Objectif, développer le goût de la lecture d'une façon plus ludique autour des livres d'illustrations et des BD. Pour l'occasion, l'actrice Adeline Blondieu est venue présenter son dernier livre pour enfants, Les Pochitos. C'est un public qui n'a pas de filtre comme peuvent avoir les adultes, où on va entendre des soupirs mais des sourires hypocrites. Là, ça passe ou ça casse directement. Et quand on a le silence et l'attention des enfants, c'est la meilleure des récompenses. À la fin de la lecture, les avis sont unanimes. J'ai aimé quand il y avait la girafe, à la fin il y avait la queue, je croyais. J'ai bien aimé le moment où ils sont mariés, les oiseaux, et j'ai bien aimé quand ils sont rencontrés amis, comme ça ils peuvent s'apprendre des choses. Pour des CP, c'est essentiellement de voir ce que c'est qu'une lecture expressive, de pouvoir faire vivre une lecture. C'est ce que l'on travaille en fin d'année, principalement. Donc voilà, c'était super. Et en plus, elle les a fait participer, donc ils étaient bien actifs, donc ils ont vraiment apprécié. Demain et pendant tout le week-end, place au Grand, 250 écrivains sont attendus pour cette 6e édition. Et pour terminer ce journal, on prend la direction de Blois. S'y tiennent les 13e internationaux de tennis de Blois. La finale aura lieu dimanche. Aujourd'hui, place au quart de finale. Compte rendu, Bastien Mathieu. Petit à petit, la liste des potentiels vainqueurs de ces 13e internationaux de Blois se réduit. Ce soir, ils ne seront plus que 4 en lice. On en connaît déjà 3, le Portugais Castao Elias, l'Argentin Maximo González et le Français Gianni Mina. La journée avait pourtant mal commencé pour les tricolores. Vincent Millot, 222e mondial, a bien tenté d'écarter Castao Elias de son chemin. Mais le Portugais en a décidé autrement. Vainqueur en 3-7, il accède à la demi-finale avec panache. Il a eu beaucoup de mérite dans le premier set. Il est très bien rentré dans le match. Mais j'ai gardé mon tennis, j'ai continué à jouer et à le mettre en difficulté. Sur la fin, il a craqué et j'ai pu faire tourner le résultat en ma faveur pour pouvoir continuer dans ce tournoi. Un autre Français a chuté et cette fois, il n'y a pas eu photo. Jonathan Esric s'est fait sèchement sortir 6-2, 6-1. Mais il faut avouer qu'en face, il y avait celui qui semble être le grand favori de ce tournoi, tête de série numéro 1, Maximo González, qui, comme tous les Argentins, est un spécialiste de la terre battue. Très à l'aise, il est tranquille, il est souple sur le terrain, il renvoie, et il joue très très bien. Et j'avais fait un peu mon favori au départ sans savoir que les Français allaient faire de belles performances. Mais je crois qu'il lui, il est toujours là, il risque d'être là à la finale. Heureusement pour le camp français, le jeune Gianni Mina a sauvé les meubles en se hissant lui aussi en demi. Il a battu le Péruvien Giulio Beretta 6-7, 6-3, 6-3. Le dernier quart oppose lui en ce moment même un dernier Français, Mathieu Rodriguez, opposé à l'Espagnol Roberto Ortega Olmedo. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de notre journal. Restez avec nous dans un instant. Nous recevons Brice Lalonde, ancien ministre de l'Environnement, notamment sous le gouvernement Rocard. C'est dans un instant.